Cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir à l'émission Les Webivores le Dr Jordan Lebel, professeur à l'école de gestion John Mawson, où il enseigne le marketing alimentaire. Et il est aussi directeur du Centre d'excellence en communication, Luc Beauregard. Bonjour, Jordan. Bonjour, Lynn. Et là, on a de l'air comme ça très, pas se connaître beaucoup. Très formel, oui. Oui, c'est ça. Mais Jordan est un bon ami à moi. Fait que là, on va y aller sur le tutoiement parce que sinon, on va s'enfarger. Jordan, on a souvent du plaisir à discuter, toi puis moi, de la notion plaisir, santé, comment le consommateur se situe à l'intérieur de ça. Toi qui prônes le plaisir depuis que je te connais depuis toujours, comment tu vois évoluer le tout par rapport au consommateur? Il faut dire d'abord, juste pour situer mes observations, que j'ai une position un petit peu particulière. J'ai grandi dans l'industrie de la restauration. À l'âge de 12 ans, je travaillais dans les cuisines et j'ai toujours navigué de près ou de loin autour de la question alimentaire. J'enseigne maintenant le cours de marketing alimentaire où à chaque semestre, j'ai une 60aine d'étudiants et puis on touche un peu à tout ce qui a trait au marketing alimentaire. Alors, ça me donne une position un petit peu particulière pour regarder ce qui se passe. J'ai pas de parti pris, mais en même temps, de loin, on est capable de dégager certaines tendances. Et la première chose qui me vient en tête, c'est à l'heure actuelle, le décloisonnement, si je peux dire, de cette notion de santé. Il y a quelques années à peine, la notion de santé était, je dirais, assez rigoureuse et stricte. On était assez rigide dans nos définitions et on classifiait très rapidement ce qui était santé, ce qui l'était pas. Parfois sur la base d'indices ou de facteurs sur l'emballage. Et souvent au détriment du goût ou effectivement, du plaisir. Dans l'imaginaire collectif, santé et plaisir, ça va pas ensemble. Si c'est bon pour la santé, si ça goûte pas bon, si ça goûte bon, ça peut pas être bon pour la santé. Et je pense que ce qu'on observe présentement, c'est la notion de santé est en train de s'élargir. Donc, ça n'en tient pas à un aliment, un repas ou une épicerie. C'est vraiment plus global. Et la notion de plaisir là-dedans est en train aussi d'avoir une espèce de transformation. Avant, le plaisir, c'était le test des papilles, moi j'appelle. Hein? Si ça passe le test des papilles, on va le consommer. Maintenant, la notion de plaisir, et on le voit dans le marché, dans l'industrie, des industriels qui commencent à regarder d'autres notions que le plaisir sensoriel, le plaisir de partage, par exemple, le plaisir d'apprendre et se documenter. On voit apparaître sur la scène toutes sortes de motivations qui n'étaient pas là il y a 5-10 ans. Le consommateur aime faire des recherches pour en savoir plus sur ses aliments, d'où ça vient, comment c'est produit, etc. Alors ça, c'est une forme de plaisir aussi qui se greffe autour de l'aliment et les industriels commencent à l'explorer. Alors, on va voir une espèce de décloisonnement à la fois de la notion de santé et de la notion de plaisir. Mais on voit aussi que entre le consommateur et l'industrie, il y a quelque chose qui passe pas ou définitivement l'industrie veut pas communiquer quand elle améliore son produit, disant le consommateur l'achètera pas. Est-ce que on sent quand même à un moment donné que les deux vont se rejoindre plus parce que là, de dire le consommateur dit « moi je veux un produit plus santé », l'industrie en fabrique mais ne mentionne pas sur ses emballages parce que se dit le consommateur ne l'achètera pas sous prétexte que ça sera pas bon. Est-ce qu'on sent un rapprochement entre ces deux-là? Le rapprochement que moi j'aimerais voir, c'est entre l'industrie et le monde académique. Et je dis pas ça pour tirer la couverte de mon côté, mais parce que il se fait énormément de recherches dans tout ce phénomène de psychoperception. C'est-à-dire que quand on dit quelque chose à quelqu'un, si on a une allégation, réduit en sel ou sucre, etc., on crée des attentes. Et il y a énormément de recherches qui se font présentement à savoir, lorsque le consommateur met quelque chose dans sa bouche, est-ce que la perception va aller dans le sens des expectatives qui ont été créées par la communication, l'emballage, etc., ou est-ce que le consommateur va juger le produit de façon bien objective, même si ça veut dire aller à l'encontre des expectatives. Alors effectivement, on voit plusieurs industriels qui le diront même pas, vont faire des changements au produit dans la formulation du produit, soit pour l'alléger en sel, en sucre, en gras, mais le diront même pas, de peur de créer ces expectatives, ces attentes-là qui vont biaiser le goût. Alors moi, si je vous dis pas que c'est allégé en sel ou en sucre, vous allez goûter ça, vous pouvez dire que c'est très bon. Mais dès lors que je vous le dis, mais vous allez avoir des attentes, même si c'est inconscient. Et pourtant, il y a énormément de recherches qui se font là-dessus dans plusieurs labos à travers le monde, ici à Montréal et partout ailleurs, à bien d'autres endroits. Et j'aimerais vraiment voir les industriels
utiliser davantage ces ressources-là qu'on a au Québec. Et je pense que ce que ça va vouloir dire aussi pour l'industrie, c'est d'avoir une meilleure communication avec le consommateur, de rendre l'industrie moins opaque. L'industrie alimentaire, pour bien des gens, là, c'est une grosse bête, un peu méchante. On le voit des fois du côté des activistes qui s'imaginent que les industriels sont juste là pour nous empoisonner. On a démonisé un peu, et souvent à tort, l'industrie. Et je pense qu'il est temps que l'industrie, par le biais de relations publiques, marketing et d'autres tactiques, redore son blason un peu. Oui, puis en même temps, on a un consommateur qui souvent se dit vouloir tout savoir au niveau des produits. Quand on lui dit, le fait pas. Fait qu'il y a-tu des trucs, éventuellement, où on pourrait sentir effectivement ce rapprochement-là entre l'académique, l'industriel et le consommateur? Mais je pense qu'on n'aura pas le choix parce que si on regarde la topographie à l'heure actuelle, c'est une vraie cacophonie. Le consommateur ne sait plus qui croire, on entend plein de choses, parfois contradictoires, on pense connaître, mais on connaît pas vraiment. Moi, j'ai entendu des choses dans des groupes de discussion de consommateurs, des consommateurs là, qui croient dur comme faire certains trucs qui sont malheureusement et très objectivement pas vrais. Alors, ça, je pense qu'il y a beaucoup de travail pour déconstruire ces croyances-là, et c'est un travail de longue haleine. Je pense qu'il y a plusieurs opportunités qui existent pour l'industrie de travailler, soit avec des académiques ou consultants, pour aller rechercher la confiance du consommateur. Il y en a qui le font et qui le font très bien et qui ont compris que c'est seulement en jouant la carte de transparence, d'authenticité qu'on peut gagner vraiment le consommateur d'aujourd'hui. Parce que le consommateur d'aujourd'hui, il a accès à énormément d'informations. Pas toute de l'information factuelle est correcte, mais il est capable de faire ses recherches. Et quand on lui parle, soit par la tête ou par le cœur, ça dépend où on veut le rejoindre, le consommateur est capable de prendre des bonnes décisions. J'entends quand on regarde... Il va toujours, je pense, avoir une différence entre le consommateur, l'industrie, comment les deux communiquent ensemble ou se rejoignent. Si on avait quelques trucs très, très, très basiques à donner au consommateur pour qu'il voit les choses différemment, qu'est-ce qu'on pourrait lui dire de faire différemment? Écoute, moi, je suis toujours surpris. Des fois, je donne des conférences grand public et puis je parle des tactiques de marketing alimentaire. Puis j'ai souvent des gens qui lèvent la main et disent « Oh, oui, mais moi, ça me touche pas parce que je suis un consommateur intelligent puis je fais mes devoirs. » Et souvent, ce que je réponds à ces gens-là, je vous suivrai en épicerie puis je pourrais trouver là, plusieurs instances où vous vous laissez emporter, vous achetez des choses qui sont peut-être pas très bonnes pour la santé ou les tactiques de marketing alimentaire viennent vous chercher. Alors, je pense que la première chose serait de développer une forme d'intelligence émotionnelle. Je veux dire, nos parents nous le disaient, on va pas faire l'épicerie sur un ventre vide. Bon, ça, c'est un peu simple, là. Mais je pense qu'il est important de réaliser que 80% de nos choix sont faits sur le plancher, c'est-à-dire à l'épicerie comme telle. Et bien sûr, si on attend pour réfléchir à ce qu'on va vouloir acheter sur le plancher, on va se faire influencer par différentes tactiques qui, des fois, nous amèneront peut-être pas toujours à des choix santé ou des choix qui sont bons pour nous. Alors, si on prend pas le contrôle, l'industrie va le prendre. Alors, je pense que c'est de faire son exercice. Est-ce que ça veut dire se faire une liste? Est-ce que ça veut dire ne pas aller faire l'épicerie sur un ventre vide? Est-ce qu'on peut, justement, aller puis découvrir par le plaisir? Parce que la santé, oui, on veut acheter des produits santé, mais aussi des produits qui nous procurent du plaisir. Comment on fait le balance entre santé, plaisir quand on fait nos choix, puis que l'industrie veut nous faire aussi acheter certains produits? Y a-t-il des trucs là-dessus? Ben moi, je pense que je regarde mon expérience, puis ce que j'ai appris justement à la lumière de lire les travaux de mes étudiants, là, ça fait 5 ans que j'enseigne ce cours-là, que je fais faire l'exercice à mes étudiants et j'apprends beaucoup de ce qui me ramène comme expérience. Je pense que c'est de ne pas en faire une paranoïa. De pas se fixer, c'est pas un voyage à l'épicerie qui va définir toute votre alimentation et votre régime, là, votre diète. J'aime pas employer ces mots-là, mais de ne pas obséder sur un choix, un aliment. C'est correct de se payer des petites gâteries des fois de temps en temps. Faut regarder vraiment l'ensemble de nos prises alimentaires. Si, bien sûr, on a toujours tendance d'aller pour les biscuits aux pépites de chocolat, riches en calories, en sucre, etc., ben là, oui, il faut faire un peu attention. Quand on revient à la notion robot, ce que je trouve le fun d'entendre ce mot-là, mais qui en même temps me surprend, c'est que le consommateur est-il à ce point-là robotisé ou quand il rentre dans une épicerie, il achète systématiquement ce qu'il est habitué d'acheter? Y a-t-il un moyen de le dérobotiser, si on peut le dire? Oui, ben moi, ça me surprend pas du tout parce qu'on sait très bien, il y a plusieurs recherches qui l'ont démontré en marketing. On a un nombre incroyable de décisions à prendre à chaque jour. Pas juste du côté alimentaire, je veux dire. Et d'ailleurs, il y a même un de mes collègues aux États-Unis qui a écrit un livre là-dessus et qui a fait une
recherche, on fait pas moins de 250 choix alimentaires par jour. Et souvent, ces choix-là, on les fait de façon robotisée ou en empruntant des raccourcis, ce qu'on appelle en anglais des heuristics, donc des raccourcis décisionnels. Alors, ça peut être n'importe quoi, des trucs. Alors, on le voit maintenant, les gens vont dire, moi, s'il y a plus que 5 ingrédients dans la liste d'ingrédients, j'achète pas parce que ça peut pas être santé. Donc, ça, c'est des trucs, c'est des raccourcis pour prendre des décisions. Parce que s'il fallait, lorsqu'on va à l'épicerie, le voyage moyen à l'épicerie, là, chaque semaine, c'est 30 minutes, 38 minutes, puis là, je pousse là, beaucoup. S'il fallait s'attarder à tous les choix qu'on va faire, le voyage hebdomadaire à l'épicerie, l'arrêt hebdomadaire nous prendrait 3 fois plus de temps. Donc, il faut se donner des trucs. Ceci dit, quand on se donne des trucs, on devient un peu robotisé et on rentre dans des patrons, dans des comportements, des habitudes alimentaires qui parfois sont difficiles à briser. Alors, les gens qui font du travail avec, par exemple, des patients qui doivent changer leurs habitudes alimentaires, c'est un gros problème pour eux de vraiment se départir de ces habitudes-là. Alors, différents trucs. Par exemple, quand on va à l'épicerie, c'est un petit truc un peu bizarre, les gens vont sourciller en l'entendant. Je le dis souvent à mes étudiants, d'ailleurs, c'est l'objet d'un devoir que je donne à mes étudiants, c'est aller faire son épicerie dans une épicerie qu'on ne connaît pas et faire le trajet inverse de celui prévu par l'épicier. Et ça nous ouvre les yeux à ce moment-là sur des produits qu'on connaît moins, sur... Oui, parce que justement, lorsqu'on va faire notre épicerie toujours au même endroit, puis nous sommes des créatures d'habitude, là, comme on dit, creatures of habit en anglais, on s'attarde aux mêmes choses, on a notre circuit à l'intérieur de l'épicerie, certains font tout le tour, puis tous les rayons, d'autres font simplement le périmètre. Et ça, il y a beaucoup d'études, encore une fois, qui nous montrent les habitudes des consommateurs. Alors, simplement aller dans une épicerie qu'on ne connaît pas, on est un petit peu déstabilisé, on est un petit peu désorienté et ça va nous forcer à regarder certaines choses qu'on n'aurait peut-être pas regardées auparavant. Mais en même temps, quand on va dans une épicerie qu'on ne connaît pas, très souvent, là, on oublie des produits parce qu'on est moins habitué dans cette épicerie. Bien, vous y retournerez la fois d'après puis vous le ferez dans le bon sens. Mais juste de se déstabiliser, ne serait-ce que quelques minutes, pour voir des trucs qu'on n'aurait pas vus autrement. Ensuite de ça, moi, je dirais... sans planifier toutes ces prises alimentaires, c'est très difficile dans nos styles de vie modernes, mais tout au moins, en allant faire l'épicerie, avoir une espèce d'idée comment se déroule notre semaine pour pas acheter des trucs qu'on va gaspiller et qu'on n'utilisera pas. Parce que le gaspillage alimentaire est un énorme problème. Alors ça peut être un truc. Puis je dirais aussi, profiter de l'occasion, si on a des enfants, oui, des fois, ça peut être un petit peu... je ne voudrais pas dire achalant, là, mais c'est difficile de faire l'épicerie avec les enfants. C'est un peu plus long, ça peut être un petit peu dur sur les nerfs, surtout quand on a une grosse journée. Mais de profiter de cette opportunité-là pour apprendre à vos enfants comment faire des choix alimentaires. Parce que si vous faites pas votre éducation, l'industrie va le faire. Et l'industrie ne le fera pas toujours dans le meilleur sens, disons ça comme ça. Alors, je pense que c'est de se saisir l'occasion. Moi, j'ai des étudiants, je les attrape à 18-19 ans et je vois, ils sortent de chez eux. C'est la première fois qu'ils ont à cuisiner pour eux-mêmes. Et la première année de l'université, c'était un peu une blague à l'université. Ils prennent 15 livres parce que, pour la première fois, ils sortent de chez eux, ils sont pas habitués à faire la cuisine pour eux-mêmes. Donc, on va manger au restaurant, on consomme pas toujours de façon santé. Alors, saisissez l'occasion, si vous avez des jeunes enfants, pour leur apprendre des notions de base de bons et de mauvais choix, ou ce que vous considérez de bons versus de mauvais choix. Mais quand on fait juste une épicerie avec des enfants, ce qu'on se rend compte, c'est que les enfants d'eux-mêmes vont nous amener vers des produits que nous, on n'a jamais vus, on n'a jamais essayé. Ils peuvent avoir des produits santé parce qu'ils apprennent quand même des choses à l'école, mais ils vont y aller aussi selon un plaisir. Le plaisir revient beaucoup plus comme critère de sélection chez un enfant que nous qui sommes robotisés même à choisir des produits qui sont meilleurs pour la santé, je pense. J'irais même plus loin. L'enfant, on vit dans une société qui est de plus en plus axée vers le visuel. Et les industriels le savent, les gens qui font les planogrammes des épiceries le savent. On place à la hauteur des yeux des enfants les produits qu'on veut utiliser pour attirer les enfants. Et l'enfant va être attiré par des trucs qui sont visuellement attrayants. Des petits personnages qui sont rigolos, sympathiques, qui ont un capital de sympathie émotionnelle très attachant. Alors, c'est peut-être là qu'il y a une opportunité d'apprendre à l'enfant, ben oui, je vais t'en acheter cette fois-ci, mais on va faire une entente, puis on va aussi manger des fruits et légumes. Tu sais, il y aura une opportunité pour l'industrie aussi d'y aller pour des produits santé plus colorés, plus fun, plus visuellement intéressants. Non, on commence à le faire. Il y a des études de cas qui existent. Je pense, entre autres, c'est un cas que j'utilise. Les gens doivent
tanné de me l'entendre raconter. Mais les bébés carottes en Californie, on s'est aperçu que, bon, c'est un produit que les gens aiment. Des fois, on vient un peu tanné. Et on s'est aperçu qu'on a fait une mise en marché des bébés carottes très, très intéressante en les mettant dans des sacs de chips. Des sacs qui font le même bruit que le sac de chips, cette espèce de pellicule plastique, là, le foisonnement et qui nous fait saliver. Et on a même créé des machines distributrices dans les écoles. Et on s'est servi de ces machines distributrices-là, non seulement pour vendre des bébés carottes, mais on a vu que les bébés carottes fonctionnaient très bien. Là, on a rajouté des morceaux de pommes, un paquet d'autres trucs. Alors, il y a des études de cas comme ça qui démontrent que si on offre à l'enfant une alimentation santé en utilisant les mêmes principes marketing qui ont fait le succès des grandes marques, peut-être un peu moins santé, on arrive à passer des produits qui sont quand même bons pour l'enfant. Oui, puis qui ont un certain plaisir. Parce oui. Pour revenir, comme on discutait tantôt, ce qui est le fun, quand on mange, c'est le plaisir aussi avant tout. Fait que si au niveau de l'emballage puis du visuel, c'est plaisant, c'est attirant, on va peut-être être davantage porté à acheter des produits qui sont à la fois santé puis à la fois qui remplissent la notion de plaisir. Dans le cas de la bébé carotte, moi, ce que je retiens de ça, c'est on penserait que c'est pas important, mais c'est juste un petit bruit qui nous conditionne, qui nous fait saliver parce que c'est un bruit qu'on associe au sac de chips. Mais ça fonctionne. Donc, c'est une autre forme de plaisir. Alors, il y a plein de plaisirs comme ça, le plaisir visuel, le plaisir auditif qu'on peut aller chercher, le plaisir de partager. Je le vois maintenant et ça, je suis heureux de voir l'industrie qui commence à travailler là-dessus, que le plaisir, c'est pas juste une affaire des papilles gustatives. C'est aussi le plaisir de partager, c'est aussi le plaisir d'apprendre. On a vu certaines grandes bannières introduire des campagnes, présenter des campagnes qui visent justement à communiquer le plaisir de cuisiner en famille, qui ont mis à la disposition des consommateurs des engins de recherche pour justement apprendre. Quand on va à l'épicerie et qu'on voit un fruit exotique, par exemple, si on ne l'a jamais consommé, on ne sait pas comment l'apprêter, on ne l'achètera pas. Ou on va l'acheter avec la meilleure des intentions, mais on va se dire, je vais trouver quelque chose à faire avec ça. On arrive à la maison, puis une semaine plus tard, le fruit est en train de pourrir dans le fond du tiroir du frigo. Jordan, comme toujours, c'est un plaisir de t'avoir à l'émission. Merci. Ah, tout le plaisir fait pour moi. J'ai déjà hâte à la prochaine fois. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission des Webivores.